Socialiste représentant les Français établis hors de France. Face à vous, Emmanuel Capus, bonjour. Bonjour. Sénateur Les Indépendants de Maine-et-Loire. Et enfin, sur ce plateau, Laurence Garnier, bonjour. Bonjour. Sénatrice Les Républicains de la Loire-Atlantique. Laurence Garnier, vous êtes l'une de celles qui ont interpellé le gouvernement lors des questions au gouvernement sur le sujet des soulèvements de la terre. Dissolution donc annoncée aujourd'hui, décret pris en Conseil des ministres ce matin. Vous êtes satisfaite ? C'est une première étape qui me paraît indispensable pour envoyer un signal fort à ces activistes qui assument de transgresser nos lois. Effectivement, ça ne suffira pas. Il y a eu des arrestations aussi, mais il faut que le gouvernement affiche un message fort, sinon on donne un message d'impuissance publique qui renvoie finalement ces activistes, ces délinquants, à une forme d'impunité qui est extrêmement néfaste, tout simplement pour notre vivre ensemble. Donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut continuer parce qu'on sait bien que ce ne sera pas suffisant, mais c'est une première étape qui était indispensable effectivement. Activistes, délinquants, Hélène Conway-Mouret, est-ce que c'est aussi comme ça que vous qualifieriez les soulèvements de la terre, donc ce mouvement écologiste qui a été très présent à Sainte-Soline dernièrement pour contester le tunnel de Lyon-Turin et qui estime bien que le gouvernement n'est pas à la hauteur et mène des grands projets qui sont néfastes pour l'environnement aujourd'hui? Bon, d'abord, je dirais que rien n'excuse la violence, et notamment envers les forces de l'ordre. Donc, je crois que là, il y a un consensus. Donc, vous êtes favorable à la dissolution des soulèvements de la terre ? Attendez. Non. J'arrive à... Voilà, je vous dis simplement qu'il n'y a pas d'excuse jamais pour la violence. Bien. Après, il y a une inaction de la part du gouvernement, et c'est vrai, malgré des projets de loi successifs qui toujours nous annoncent des avancées historiques, parce que c'est le vocabulaire auquel nous sommes habitués depuis 6 ans. Mais dans les faits, on voit finalement qu'on revient en arrière avec la réintroduction de produits chimiques qui sont bannis au niveau de l'Europe, avec finalement des mesures qui ne sont pas dans la créativité réformatrice dont on a besoin pour en effet faire face à quand même un sujet qui nous implique tous, et je ne pense pas qu'il n'y ait que des enfants dans les milieux de gauche qui aient une fibre écologiste aujourd'hui. Je crois que nous avons une jeunesse qui est très mobilisée sur ce sujet, qui nous accuse peut-être de n'avoir pas pris non seulement les bonnes décisions, mais en plus d'avoir gaspillé et finalement de laisser aujourd'hui une planète dans un état qui a besoin d'être réparé, mais de façon urgente. Et que faisons-nous ? Nous ne montrons pas que nous allons assez vite et assez loin. Alors, c'est ce qui anime les soulèvements de la terre pour vous ? Je pense, beaucoup, cette jeunesse qui est révoltée face à... Voilà, je pense qu'il y a de la colère, qu'il y a de l'angoisse, qu'il y a beaucoup de choses qui font que on a quand même des rapports internationaux qui nous disent que la température va augmenter de 2 à 4 degrés. Enfin, c'est un genre film de science-fiction, mais qui vont devenir réalité. Et nous vivons quand même dans une société très anxiogène sur le plan écologique qui peut, à mes yeux, générer ce genre de sentiment qui s'exprime, pour moi, de la mauvaise façon, parce que ça ne doit pas se passer de façon violente. Mais je terminerai simplement que je pense qu'il y a un souci dans la terminologie qui est utilisée quand on parle d'éco-terrorisme. Moi, ça me choque profondément. Je pense que la cause écologique n'est pas infondée, qu'elle est juste, et qu'un terroriste, pour moi, c'est pas quelqu'un qui va aller pour défendre une cause juste. Voilà. Je vais me permettre de répondre à ma collègue. Je pense que le terme est excessif pour finalement nommer ces personnes. Je vous laisse répondre. Sur ce point précisément, vous avez condamné les violences et je crois qu'on est unanime sur ce plateau à le faire. Simplement, quand il y a une violence, il faut la sanctionner. Et donc, la dissolution de ce mouvement, elle est nécessaire pour sanctionner les violences qui ont eu lieu. Je vous réponds sur le point d'éco-terrorisme parce que c'est effectivement un terme qui fait beaucoup parler. En réalité, d'où vient-il ? C'est ça qui est intéressant. Il vient des activistes eux-mêmes qui le revendiquent et qui manifestent badge éco-terroriste affiché sur la poitrine. Donc, ça n'est pas un terme qu'utilisent uniquement ceux qui condamnent ces violences-là, mais ce sont eux-mêmes qui se revendiquent de cet éco-terrorisme.
Emmanuel Capuy, votre avis, est-ce qu'il faut dissoudre les soulèvements de la terre? On voit aussi ces associations qui disent on a été poussé à une forme de radicalité face à l'inaction du gouvernement. Non, je crois qu'il faut être extrêmement ferme face à ce genre de discours. Rien ne justifie la violence en politique. Aucune cause. Rien ne justifie qu'on tente de lapider des gendarmes à Sainte-Soline. Rien ne justifie qu'on tente de les brûler vifs. Ça, c'est inacceptable en démocratie. Rien ne justifie qu'on saccage du maraîchage dans la vallée de la Loire. Ça, c'est aucune justification. Il n'y a aucune justification politique dans une démocratie. Il y a des actions en justice. La question, c'est est-ce qu'il faut aller jusqu'à la dissolution de ces mouvements? Évidemment, on ne peut pas interdire la bêtise ni l'obscurantisme. Parce qu'il faut vraiment, c'est quand même de la stupidité, d'aller détruire des cultures qui justement visaient à utiliser moins d'eau et moins d'intrants, moins de pesticides. C'était le but. Le but. Donc, en fait, là, on n'est plus dans du militantisme. Faut arrêter de dire des bêtises. Faut pas dire que c'est des militants écologistes. Ce sont des gens qui font des bêtises, qui font n'importe quoi au nom de l'écologie, mais sur des combats qui sont complètement erronés. Donc, évidemment, on peut pas interdire la bêtise, mais on peut interdire le soulèvement de la terre, les soulèvements de la terre, et envoyer un signal très fort. Dans une démocratie, il n'y a pas de dérive factieuse. On ne se fait pas justice à soi-même. On ne décide pas ce qui justifie de détruire, de tuer, de blesser. Non. On discute au Parlement. On discute au Parlement. Oui, au Parlement. On discute des urgences. On établit les urgences. Et ensuite, on accepte la démocratie. Certains s'inquiètent d'une atteinte aussi à la liberté de manifestation, la liberté d'expression. C'est le communiqué qu'a sorti les soulèvements de la terre à la suite de ce décret pris en Conseil d'État. Détruire, blesser, tuer, saccager, ça n'est pas de la liberté d'expression. Je me permets de compléter parce que c'est très intéressant sur cette question de liberté d'expression. Tous ceux qui crient à l'atteinte démocratique, ces militants des soulèvements de la terre qui se dressent contre les sablières, contre les extensions de projets, contre le tout béton, contre le maraîchage industriel. À Saint-Colomban, qui est en Loire-Atlantique, terre dont je suis élue, à Saint-Colomban, le maire a fait une consultation de sa population pour savoir s'il fallait ou non étendre les sablières. La consultation a donné comme résultat un souhait assez large des habitants de Saint-Colomban pour réaliser ce projet d'extension des sablières. Donc la démocratie a parlé. Et ces militants, ces activistes, ces délinquants en col vert refusent de l'entendre. Donc qu'après, ils viennent pas nous donner des leçons sur la liberté d'expression. On va continuer à parler des soulèvements de la terre. On va tout de suite rejoindre Alexandre qui se trouve avec le sénateur Loïc Hervé pour parler de la dernière action des soulèvements de la terre qui concerne le tunnel Lyon-Turin. Effectivement, Loïc Hervé, des militants écologistes de cette association des soulèvements de la terre qui mène beaucoup d'actions. D'abord, peut-être une première réaction sur cette dissolution. Vous êtes d'habitude un sénateur attaché au respect des libertés. Est-ce que là, c'était une dissolution nécessaire selon vous? Moi, je suis très attaché aux libertés publiques et à ces corollaires que sont la liberté de manifester et la liberté d'expression. Je rejoins totalement Emmanuel Capuy dans ce qu'il a pu exprimer sur votre antenne à l'instant. C'est-à-dire que la mise en cause des lois de la République est des lois les plus importantes. C'est-à-dire que quand vous en arrivez à vous en prendre à des biens ou à des personnes, à appeler à une forme d'insurrection, en fait, vous sortez du champ démocratique. Et dans ce cadre-là, je vois difficilement comment les libertés publiques les plus fondamentales pourraient vous défendre et vous permettre d'atteindre vos objectifs en précisément niant l'intégralité de ces mêmes droits. Vous savez, on parle souvent de la violence d'extrême droite. Et je peux en parler, puisque dans mon département, on a vu un certain nombre de mouvements manifester, s'exprimer, voire menacer. Alors là, pour le coup, tout le monde est d'accord pour supprimer ces mouvements-là. On a exactement le même type de déviance dans l'ultra-gauche avec des mouvements qui sont dangereux pour la société. Donc je soutiens totalement la décision prise en Conseil des ministres ce matin. On peut être contre le Lyon-Turin, on peut être contre Sainte-Soline, on peut être contre tel ou tel grand projet. Il n'y a pas de difficulté. Dans notre pays, on peut manifester, on peut s'exprimer. En revanche, en venir à des atteintes qui sont des atteintes physiques, à des biens, à des personnes,
aux institutions démocratiques, aux forces de l'ordre, c'est inadmissible et c'est normal que le gouvernement, au nom de la société, prenne des mesures de prévention. Donc ce qui s'est passé à Lyon-Turin de la part de ces militants, c'est acceptable ou pas? Alors je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, puisque moi, étant moi-même un grand défenseur de cette infrastructure européenne, je souligne quand même au passage qu'on arrivera à avoir en France des écologistes qui sont contre le train, mais contre les camions sur les trains, préférant qu'1 million de camions traversent les Alpes et causent des difficultés environnementales absolument majeures dans nos vallées alpines et dénoncent ces militants-là une infrastructure qui est de salut public. Mais ils ont le droit d'être contre. Et pour une très grande partie d'entre eux, ils ont manifesté, ils se sont exprimés. Ils ont même pu manifester, s'exprimer dans une manifestation interdite. En revanche, tous ceux qui ont pris des initiatives qui sont des initiatives violentes, eh bien ceux-là, ils doivent être combattus avec une non moins grande violence, parce que dans une démocratie, la liberté d'expression ne doit pas tout permettre. Est-ce qu'il n'y a pas, pour conclure, un deux poids deux mesures quand des agriculteurs font des manifestations qui peuvent être violentes et pourtant on ne dissout pas des syndicats agricoles? Non, mais enfin, c'est assez rarement à l'initiative des syndicats agricoles ou des grands syndicats agricoles qu'on peut connaître, avec lesquels, évidemment, ici au Sénat, on échange régulièrement, que ce type d'action a lieu. Même sur le Tour de France, vous savez, la Confédération paysanne, la FNSEA, ils ont des actions coup de poing qui sont là pour appeler l'attention de l'opinion. Et en même temps, l'organisation même du Tour de France, les élus, les préfets font en sorte que cette expression puisse aussi trouver un cadre beaucoup plus démocratique, beaucoup plus acceptable. Donc non, il n'y a pas lieu en France de dissoudre des organisations syndicales. Et d'ailleurs, je n'ai pas souvenir qu'ils aient atteint, en tout cas dans un souvenir récent, qu'ils aient atteint ce niveau de violence qu'on peut connaître dans les différents événements qui ont été évoqués récemment sur votre plateau. Merci beaucoup, Loïc Hervé, pour votre réaction. Merci beaucoup Alexandre. Autre temps fort de cette séance de questions au gouvernement, eh bien une suite de questions qui ont été consacrées aux assises des finances publiques. Vous en avez posé une, Emmanuel Capus, votre collègue, Katia Poursopoli, a également interpellé le ministre Gabriel Attal. On écoute cet échange tout à l'heure dans l'hémicycle. Vous êtes incapables de travailler avec les collectivités territoriales sur des sujets qui affectent leur quotidien, y compris de dialoguer avec celles et ceux qui chaque jour sont sur le terrain. Je parle des élus locaux. Nous avons reçu les associations d'élus. Il y a eu 3 réunions encore dans les semaines récentes au niveau technique. Nous les avons reçues au niveau ministériel. Nous allons continuer à avancer avec elles, avec un objectif, avancer ensemble au service du pays et encore une fois des investissements que nous aurons à faire pour la transition écologique et une méthode, celle de la confiance. Je vous remercie. Emmanuel Capus, vous l'avez dit lors de votre question, la politique de chèque ne se justifie plus. Vous applaudissez la fin du quoi qu'il en coûte, mais qu'elle doit être la part d'effort des collectivités, puisque le gouvernement a été plusieurs fois interpellé sur ce sujet en particulier. Oui, c'était le sens de ma question. J'ai salué le fait qu'après les périodes où il fallait mettre de l'argent public pour protéger contre les crises sanitaires et contre l'inflation, il fallait mettre de l'argent. Maintenant, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Le gouvernement a annoncé 10 milliards d'économies, c'est très bien. Ce sur quoi je voulais attirer l'attention du gouvernement, c'est sur le fait que les collectivités publiques, elles ont déjà pas mal mis la main à la poche. Elles sont dans une situation compliquée parce que les maires, ils ont de plus en plus de normes à assumer, de plus en plus de violence, eux aussi, ils assument ça, de plus en plus de contraintes financière, et donc je voulais attirer l'attention du gouvernement. Je pense que j'ai réussi de ce point de vue-là, et la réponse était assez satisfaisante sur le fait que aujourd'hui. On vous a pas dit quelle serait. On vous a pas donné le chiffre. Quelle était. Non, mais déjà, on nous a dit que ça serait en concertation avec les collectivités, et on m'a bien dit que c'est davantage vers l'État qu'il fallait voir les diminutions de crédit, parce que et l'injustice pour les élus locaux, c'est que nous, élus locaux, on met en place des budgets qu'on vote à l'équilibre. Oui. Et pas l'État. La règle d'or. C'est la règle d'or, donc, et pas l'État. Donc je pense que maintenant, il faudrait. Que l'État s'inspire des collectivités. C'était le sens que je voulais, le message que je voulais passer au gouvernement, et que c'était à l'État de faire maintenant sa part du boulot. Oui, il faut que l'État fasse sa part du boulot. Tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, mais c'est vrai que le budget, je crois, est voté au printemps. Et puis, si 2 mois plus tard, on vous dit, voilà, il y a une nouvelle dépense, c'est un petit peu compliqué. Moi, ce qui m'étonne, c'est que la concertation est toujours faite après. C'est-à-dire qu'il faut la demander, les décisions sont prises, et puis ensuite,
ceux qui sont directement concernés, donc dans ce cas de figure les collectivités locales, finalement disent mais attendez, il y a quand même un souci, nous avons un budget, comment est-ce que nous allons le boucler puisque nous avons de nouvelles dépenses qui nous sont imposées. Et je crois que c'est dans la méthode que franchement il y a besoin d'un changement et que la concertation devrait avoir lieu en amont plutôt qu'en aval, comme c'est le cas. Le gouvernement essaie déjà de se concerter avec les parlementaires, par exemple, oui, avec les dialogues de Bercy dans la méthode. Oui, vous avez entendu M. Eblé dire la même chose. Il veut simplement du respect, d'être pris en compte dans les décisions qui sont prises, mais prises en compte, là aussi, avec les conséquences des décisions et que celles-ci auront sur les finances locales. Je crois que voilà, il y a eu des économies qui ont été faites par l'État. Des annonces, très bien pour l'État, mais forcément, ces dépenses-là, aujourd'hui, sont prises en charge et de plus en plus. Et je crois qu'à un moment, on a besoin de cet équilibre, que cet équilibre revienne. Laurence Garnier. Oui, moi je partage évidemment la nécessité de restaurer l'équilibre de nos comptes publics. Quoi qu'il en coûte a-t-il trop duré ? Non, mais c'est même pas une question de quoi qu'il en coûte. En réalité, le président de la République, depuis 2017, a creusé le déficit de l'État comme personne avant lui. Alors j'entends bien sûr la question de la crise sanitaire pour laquelle il fallait certainement accompagner les Français et les entreprises, mais c'est une petite partie, je crois que c'est un tiers de l'augmentation de la dépense publique depuis 2017. Donc jamais on n'a vu un président et un gouvernement aussi dépensiers. Alors qui nous explique aujourd'hui qu'il faut restaurer les comptes publics ? Très bien. Moi, j'attends de voir, puisque chaque fois que nous avons le président ou un ministre en déplacement, on y va à coup d'annonce à 1, 2, 3, 4 milliards d'euros. Donc, espérons que les choses vont s'assagir et qu'on va enfin réussir à entamer une pente plus saine pour nos dépenses publiques. Et puis, je rejoins les préoccupations de mon collègue Emmanuel Capus concernant les maires et les élus locaux. Mais enfin, c'est aussi le président de la République qui a supprimé la taxe d'habitation, qui a supprimé la CVAE et qui, de fait, prive les maires et les élus locaux des marges financières dont ils ont besoin pour réaliser leurs projets. Donc, je veux bien qu'on dise tout et son contraire, mais je pense que tout ça n'a pas beaucoup de sens et que, au final, nous avons un gouvernement qui non seulement a laissé déraper la finance publique de l'État, tout en privant des collectivités vertueuses des financements dont elles ont besoin. Oui, est-ce que le gouvernement a fait du coup des annonces sur le dos des collectivités ? On va pas refaire tout le débat sur la taxe d'habitation, mais on sait que c'est aussi là l'une des raisons pour lesquelles il y a une telle tension aujourd'hui entre les élus locaux et le gouvernement. Il y a une inquiétude des maires, notamment, oui, effectivement, du fait de la suppression passée de la taxe d'habitation. Mais la taxe d'habitation, il faut quand même reconnaître que pour les Français, si on enlève notre casquette d'élu local, c'était un impôt pas clair, on se dit aussi que c'était un impôt pas clair et les Français, ils sont contents de payer moins d'impôts. Ça a été un des avantages du début du mandat, une des bonnes choses du début du mandat, c'est de la baisse importante de l'ensemble des impositions qui touchaient à la fois les foyers et les entreprises. Non, et puis je peux pas laisser dire non plus que les collectivités locales ont été matraquées ces dernières années, parce que c'est pas vrai en fait. Sous François Hollande, il y avait eu de vraies diminutions. Depuis le mandat précédent, il n'y a pas eu de matraquage des collectivités. La DGF est la même. Globalement, légèrement augmenté de 120 millions d'euros l'année dernière. Le message que je voulais passer, c'est attention, aujourd'hui les élus sont inquiets, ils sont attaqués sur plein de sujets, je l'ai dit, ils ont vraiment besoin de protection, ils ont besoin de protection contre les violences sur Internet, ils sont en première ligne, ne leur rajoutons pas une difficulté financière, et mon collègue a raison, si on peut aussi les prévenir à l'avance, des difficultés financières, enfin pas des difficultés, mais des modifications qu'il pourrait y avoir, il faut prévenir. Non, je parle de façon générale. Puisqu'on parle, le sujet c'était la loi de programmation des finances publiques que nous avons votée au Sénat, et c'est ce que Gérard Longuet a dit, quand est-ce qu'elle arrive, et a priori la Première ministre nous a annoncé qu'elle viendrait en septembre. Le sujet, nous ne siégeons pas, donc donc ça sera un petit peu plus tard. Oui, c'est les élections fin septembre. Non, mais je souriais parce on parlait du quoi qu'il en coûte et j'ai vu le nouveau slogan, c'est tant pis pour vous maintenant. Voilà, donc on passe du quoi qu'il en coûte à tant pis pour vous, parce que on va avoir dans tous les domaines, et Bruno Le Maire a annoncé quand même des économies importantes qui sont nécessaires certes, mais moi ce qui m'embête c'est que ce sont toujours les mêmes qui les payent et que généralement c'est le social qui est
touchés. Donc, ça sera les soins dentaires qui ne seront plus remboursés, les médicaments. Enfin, on voit, c'est lutte contre l'explosion des arrêts maladie, suppression du Pinel, refonte du prêt à taux zéro, donc notamment. Le logement, la santé, toujours le social, toujours les classes moyennes et les moins aisés, on va dire. Et c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de créativité et de se dire que c'est toujours les mêmes recettes fiscales, enfin pas fiscales, comptables, finalement, qui sont appliquées pour essayer de faire des économies. Même si le gouvernement annonce 2 milliards de réduction d'impôts sur les classes moyennes. Bon, on attend de voir comment ça pourra se réaliser. Bon, il y a 80 milliards de fraude fiscale. Là, bon, je ne sais pas si quelqu'un s'en occupe, mais il y a peut-être aussi de l'argent à aller chercher. Il y a de l'argent à aller chercher peut-être ailleurs. Est-ce que les classes moyennes risquent de trinquer avec ce programme qui est plutôt un programme de rabot pour l'instant si on est... Nous verrons ce que nous prépare le gouvernement. Je ne le souhaite pas, évidemment, parce qu'il faut protéger les classes moyennes et les classes populaires et les plus fragiles. Vous avez raison. Je suis un peu perplexe. J'ai l'impression qu'on navigue en plein brouillard. Bien sûr, il faut faire des économies. Et puis, il y a aussi un travail qui ne me semble pas aujourd'hui être lancé ou suffisamment lancé qui concerne l'efficacité de la dépense publique. Évidemment, il faut la baisser, mais on peut peut-être réfléchir aussi en termes d'efficacité. Un exemple simple dans nos hôpitaux, on a vu les dysfonctionnements à l'œuvre pendant le Covid. Nous sommes le pays qui dépense le plus pour la santé de ses concitoyens, avec un système social qui a du sens. Les Français veulent bien payer des impôts. Le résultat n'est pas forcément là. Mais ils demandent en contrepartie, évidemment, à être bien soignés. Nous avons un poids de l'administration dans l'hôpital public français qui s'élève à 35%, là où la moyenne européenne est de 25%. Donc, il faut aussi qu'on réfléchisse, bien sûr, en termes de réduction, mais aussi en termes d'efficacité de nos dépenses publiques. Oui, c'est ça aussi le sujet, pas simplement une politique de rabot, mais une politique effectivement d'efficacité. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Oui, bien sûr. C'est un chantier autrement plus compliqué, plus important. C'est pour ça que je dis ce qu'il faut, c'est regarder les collectivités territoriales, ce qu'elles font, et les prendre en exemple, justement, parce qu'elles savent bien gérer, grâce notamment à la règle d'or, leurs dépenses et leurs finances. Pour conclure, je voudrais que l'on écoute bien celui qui a commencé le débrief de ces questions au gouvernement, qui a posé sa dernière question au gouvernement, Jean-Pierre Sueur, avec un avertissement sur la façon de faire de la politique. On l'écoute lors des questions au gouvernement tout à l'heure. Par rapport aux étrangers, mes chers collègues, par rapport aux immigrés, il est facile d'exploiter constamment ce sujet, alors que nous ne devons pas l'exploiter, faire de la politique politicienne facile avec les étrangers, en disant que les étrangers sont un danger pour notre pays. Mes chers collègues, il y a des problèmes qu'il faut traiter et qu'il ne faut pas exploiter, surtout lorsqu'il y a des centaines et des milliers de personnes qui, dans la mer Méditerranée, sont en danger. Voilà, c'était un petit peu le testament politique de Jean-Pierre Sueur. Qu'est-ce que ça vous inspire, Hélène Conway-Mouret? Il y a des problèmes à traiter et pas à exploiter. C'est une façon de dire gare à la récupération politique aussi. C'est peut-être un sujet qui doit concerner toute la classe politique, quels que soient les sujets. Absolument, et qui nous concerne, parce que c'est vrai que ce n'est pas la couleur de peau ou le nom de la personne qui va déterminer si celle-ci est violente ou pas. On a, et cela a été rappelé encore aujourd'hui lors d'une question, des agressions, d'une violence dans notre société qui fait qu'on peut se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, sur le chemin d'un individu, et ce fut le cas à Bordeaux pour cette c'est la question de Nathalie grand-mère, Delattre, effectivement. Absolument, et sa petite fille, alors que cet individu, de toute évidence, avait toute sa place dans un hôpital psychiatrique, dont il n'aurait pas dû sortir. Et là, ça nous pose la question, et on revient en effet à la nature aujourd'hui de notre système de santé et de notre hôpital public, et du fait qu'on continue à supprimer des lits parce qu'il manque de personnel. Et la psychiatrie est l'un des parents les plus pauvres. Et ensuite dans de le se dire système pour de santé certains, français, dans le politique, qui pensent que c'est la couleur de la peau qui a fait que l'individu s'est comporté comme cela. Je trouve que c'est déplorable. Donc il faut faire attention, en effet. Et puis là, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'humanité. J'ai trouvé sa question émouvante. C'est vrai qu'il y a
qu'il y a des gens qui aujourd'hui fuient leur pays, non pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, c'est parce que leur pays ne leur donne aucun espoir de vie, parce qu'ils ont faim, parce que le dérèglement climatique, parce que le pays est en guerre, parce que plein de choses, et ces gens sont forcés de fuir et se retrouvent entre les mains, enfin ce qui se passe en Libye aujourd'hui, et pardon, je suis moins branchée sur les collectivités territoriales, moi je suis plutôt branchée sur l'international, vous l'aurez compris, c'est ma circonscription, mais il y a des marchés d'esclaves en Libye aujourd'hui où on vend des êtres humains, et ces êtres humains qui ensuite sont mis sur des bateaux pour traverser et qui ensuite périssent. Enfin, je crois qu'il nous faut un peu d'humanité pour essayer de se demander collectivement que pouvons-nous faire pour faire qu'il n'ait pas l'obligation de fuir leur pays, pouvoir intervenir de différentes façons par le biais de développement, de l'aide au développement, ainsi de suite. Enfin, il y a plein de choses que nous pouvons faire sans envoyer forcément des militaires sur place. Donc voilà, je pense que c'était un appel pardon, de la part de Jean-Pierre Sueur à avoir un peu plus d'humanité et surtout de faire attention en effet que cette récupération est trop facile et que dans la société aujourd'hui la violence s'exprime partout, hein, le harcèlement à l'école, les violences conjugales, enfin voilà, qu'on peut aussi essayer d'apaiser et de ne pas attiser et de monter les uns contre les autres. Gare à la récupération politique. On a entendu aussi, hein, puisque vous y avez fait référence, on a entendu la famille notamment de cette grand-mère et de cette petite fille qui ont été agressées à Bordeaux dire il est parfaitement indécent de se servir de ce fait divers pour évoquer une origine ethnique ou de justifier des réformes pénales ou migratoires. Qu'est-ce que ça vous inspire, Laurence Garnier? Parce qu'il y a eu notamment des voix à droite, surtout à l'extrême droite, qui se sont exprimés et qui ont utilisé notamment cette vidéo. Est-ce que c'est normal? Même le président du groupe Les Républicains, Bruno Retailleau. Non, mais si vous voulez, je crois qu'on vit dans une société qui est complexe. Donc il est absurde de laisser penser aux Français, comme le fait l'extrême gauche, que tout est de la faute des riches, tout comme il est parfaitement absurde de laisser penser aux Français, comme le fait l'extrême droite, que tout est de la faute de l'immigration. Ça, c'est une première chose. En l'occurrence, cette personne est française, donc comme l'a dit ma collègue, arrêtée plusieurs fois pour des actes similaires, n'avait rien à faire dans la rue et aurait dû être dans un hôpital psychiatrique. Point à la ligne. Il n'y a pas d'autres éléments à fournir que celui-là. En revanche, moi, je défends le droit pour les politiques d'évoquer les problèmes de société qui se posent, de tous les évoquer, sans qu'on parle à chaque fois de récupération politique, ce qui est un mantra bien pratique pour éviter le débat. Non, je crois qu'il faut qu'on pose les sujets, qu'on pose les diagnostics pour tenter d'y apporter des solutions. On n'aura pas forcément tous les mêmes avis, mais si on brandit la récupération politique à chaque fois qu'un problème se pose, on est à peu près sûr de ne pas réussir à répondre aux attentes des Français. Allez, on ne peut pas être dans le commentaire, dire qu'on est au mauvais endroit au mauvais moment. Pardonnez-moi, mais ça relève du commentaire. Nous, on est dans l'action politique. L'adjointe à la maire de Bordeaux qui dit bah oui, c'est pas de chance, ça arrive à tout le monde, c'est pas entendable. Allez, quelques secondes, désolé Emmanuel Capu, sur ce sujet. Car on est tous scandalisés, évidemment. On est tous soit père, soit fils. Donc on s'identifie totalement à cette grand-mère et à cette petite fille. On est tous scandalisés. C'est vrai que ça pose un vrai problème. Cet énergumène, normalement, devrait pas être dans la rue. Alors je sais pas s'il devrait être dans un centre de santé mentale ou en prison, parce que j'ai lu qu'il avait 15 condamnations à son casier. Et donc la psychiatrie n'excuse pas tout non plus. Ce qui est certain, c'est qu'il n'avait pas à se trouver là à ce moment-là. Et je voudrais conclure en félicitant, comme l'a fait Nathalie Delattre, les forces de l'ordre, parce que il a été immédiatement arrêté. Et ça prouve aussi, et ça c'est un message que je voudrais passer, l'intérêt de la vidéoprotection. Alors en l'espèce, c'est une vidéo privée, mais quand on a des vidéoprotections dans un quartier, on retrouve plus vite les délinquants. Eh bien merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débrief des questions au gouvernement. Tout de suite, 100% Sénat, on prend la direction de l'audition d'Olivier Dussopt.